Escalade de déclarations sur la crise irakienne. Vladimir Poutine, à Berlin, annonce qu'il existe bien un accord de pensée entre la Russie, la France et l'Allemagne. George Bush, de son côté, affirme que les Nations Unies sont face à un moment de vérité sous peu. Il y a un mois disparaissait la petite Estelle, mais toujours aucune trace ni aucune piste de la fillette de 9 ans. Les enquêteurs ont pourtant déployé des moyens considérables, le reste des interrogations. La marée noire qui souille le littoral français, mais qui donc va payer? Demain, réunion à Londres du FIPOL, le Fonds international d'indemnisation. Déjà, les moyens semblent très insuffisants. Alain Delon dans la peau d'un flic, il commence à tourner ces jours-ci un téléfilm pour France 2. Il y jouera un policier d'origine italienne, un rôle sur mesure. Madame, Monsieur, bonsoir. Beaucoup de bruit diplomatique ces dernières 24 heures. Difficile pour l'instant de faire la part des choses. Ce que l'on croit savoir, c'est qu'il existerait pour empêcher la guerre en Irak un projet franco-allemand prévoyant l'envoi de casques bleus. Ce plan reçoit un écho favorable en Belgique et même en Russie, mais voilà, la France, elle, considère qu'il n'y a rien d'autre que le programme inscrit dans le discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Et dans ce cas-là, la France est maître d'œuvre. Un imbroglio diplomatique qui provoque déjà les réactions épidermiques des autorités américaines. Le fossé se creuse un peu plus chaque jour. Maryse Burgot. Des casques bleus en Irak. Le journal allemand Der Spiegel ne sortira que demain matin, mais son information sur l'existence d'un plan secret franco-allemand est aujourd'hui largement commentée. Première réaction, sous forme de confirmation, celle du ministre allemand de la Défense en marge d'une conférence sur la sécurité à Munich. Peter Strzok explique que Paris et Berlin souhaitent envoyer des troupes de l'ONU en Irak. Il ajoute que ce projet sera exposé dès vendredi matin devant le Conseil de sécurité. Deuxième réaction, celle de la France, cette fois sous forme de démenti. Pas de plan secret selon un communiqué du Quai d'Orsay qui nous invite néanmoins à réécouter les propositions que Dominique de Villepin faisait dès mercredi dernier devant le Conseil de sécurité. Doubler ou tripler le nombre d'inspecteurs, créer un corps spécialisé chargé de surveiller les sites suspects et enfin, renforcer les capacités d'observation, notamment grâce à des Mirage 4. Je sais que ces propositions, ce plan français en quelque sorte, a reçu l'intérêt, voire le soutien d'un certain nombre de pays, dont probablement les Allemands. Ça n'est pas pour autant un plan franco-allemand. Même s'il ne s'agit donc pas d'un plan secret, ces propositions déplaisent fortement aux Américains, notamment à Colin Powell. Le secrétaire d'État pense que ces idées ne répondent pas aux problèmes, qu'elles sont une simple diversion. La dernière déclaration du président russe, en visite officielle à Berlin, devrait donc, elle aussi, beaucoup le contrarier. Vladimir Poutine se dit presque entièrement d'accord avec la France et l'Allemagne sur la façon de résoudre la crise irakienne. Notre opposition à la guerre, ajoute-t-il, n'est pas de l'anti-américanisme. Nous ne voyons simplement aucune raison d'utiliser la force actuellement. Véritable inflation de déclarations cette fin de soirée pour Vladimir Poutine, on vous le disait à l'instant. La France, l'Allemagne et la Russie sont sur la même longueur d'onde. Étienne Lénard, vous êtes à Washington. Alors sans dire peut-être qu'on est à un tournant, est-ce que ces déclarations sont embarrassantes pour la Maison-Blanche et comment peut-elle y répondre ? Oui, la force des réactions américaines ce matin, que ce soit par l'intermédiaire de Colin Powell ou par l'intermédiaire de Madame Rice, qui est l'une des plus proches conseillères de George Bush, eh bien, semble prouver effectivement que les Américains sont embarrassés, mais en même temps qu'ils souhaitent continuer à aller de l'avant. Le président américain s'est exprimé tout à l'heure devant des parlementaires républicains en Virginie, et George Bush a redit que les Nations Unies devront prendre toutes leurs responsabilités. En fait, les Américains veulent poursuivre dans leur calendrier, rapport de M. Blix le 14 février, ensuite éventuellement une seconde résolution pour autoriser l'usage d'un recours à la force éventuel contre Saddam Hussein. Les Américains soutiendraient cette seconde résolution, mais ils ne la proposeraient pas eux-mêmes. Je crois, Béatrice, qu'il ne faut de toute façon pas douter de la détermination des Américains. M. Bush, comme Mme Rice, comme M. Powell ont redit que si l'ONU ne voulait pas intervenir en Irak, si c'était la dernière solution, eh bien les Américains le feraient et ils le feraient tout seuls si besoin est. Merci Étienne Lénard. À Bagdad maintenant, l'Irak a remis ce matin à Hans Blix et Mohamed El-Baradei des documents qui pourraient concerner son armement nucléaire et biochimique. Les chefs des inspecteurs terminent leur visite de 36 heures sur un bilan plutôt mitigé, comme nous l'expliquent nos envoyés spéciaux Bertrand Coq et Philippe Jasselin. Un jour et demi à Bagdad à l'invitation des Irakiens. 3 réunions au ministère des Affaires étrangères
et 4 dossiers importants sur lesquels messieurs Blix et Baradei constatent un certain nombre de signes encourageants, mais sans plus. C'est donc un bilan mitigé. Dans le détail, plus d'interrogatoires en privé de scientifiques irakiens, ça c'est acquis. Sur la question des vols de surveillance, réponse de Bagdad avant vendredi, vraisemblablement ce sera un oui, et dès cette semaine, des drones allemands, sorte d'avions espions sans pilote, pourraient commencer à opérer. Enfin, dans les domaines biochimiques et nucléaires, les Irakiens ont remis aux 2 diplomates de nouveaux documents et se sont engagés à autoriser des prélèvements destinés à prouver qu'ils ont bien détruit leur stock d'anthrax. Pour M. Blix, ce ne sont pas tant les documents l'important, mais le changement d'attitude, la nouvelle volonté de coopérer sur le fond des dossiers qu'il constate de la part des Irakiens et qu'il juge positif. Un début de changement d'état d'esprit, confirme M. Baradei, mais une nouvelle attitude qui doit être confirmée, mise à l'épreuve dans les jours à venir, car le temps est compté. Dans les jours à venir, c'est-à-dire avant vendredi 14, date à laquelle messieurs Blix et Baradei remettront à l'ONU un rapport dont dépend l'avenir du régime irakien. Et en direct de Bagdad, nous retrouvons Bertrand Koch. On sent ces dernières heures un certain scepticisme dans les dernières déclarations des chefs des inspecteurs, et ce au terme de cette visite considérée comme cruciale. Comment doit-on l'interpréter ? Écoutez Béatrice, on hésite à parler de déception compte tenu de ce qui est en jeu, n'est-ce pas? Peut-être avait-on trop attendu de cette visite, qualifiée sans doute un peu rapidement de visite de la dernière chance. Vous avez vu messieurs Blix et Baradei, ils ont parlé de progrès, de nouvelles attitudes enregistrées de la part des autorités irakiennes, mais ils n'ont pas eu l'air non plus débordants d'optimisme. Alors certes, ce n'est pas leur boulot, ce sont des diplomates, ils sont tenus à la prudence. La dernière chose dont ils ont envie, c'est de susciter de faux espoirs. Et puis, ils sont soumis à une terrible pression. Plus que jamais, l'avenir de la paix ou de la guerre en Irak dépend de leur appréciation de l'attitude de Bagdad, du degré réel de bonne volonté des autorités irakiennes. L'un comme l'autre ont répété qu'ils croyaient que la poursuite des inspections était la meilleure façon de désarmer l'Irak et non pas la guerre. Alors est-ce que ces progrès enregistrés, ces nouveaux documents remis seront d'une quelconque consistance? Est-ce que cette nouvelle attitude se verra confirmée dans les jours à venir? Est-ce que, réponse vendredi à New York devant le Conseil de sécurité. Merci Bertrand Koch. Le Pentagone poursuit pendant ce temps-là son déploiement militaire dans le Golfe. D'ici à la mi-février, 150 000 soldats américains seront sur place. Dans le détail, en Turquie, 2000 hommes sur le terrain et 60 avions. En Arabie Saoudite, 5000 soldats et 75 avions. Au Koweït, à la frontière avec l'Irak, les troupes sont importantes puisqu'il y a déjà sur le terrain 30 000 hommes, 200 chars appuyés par 80 avions et désormais en mer, 3 porte-avions sont déjà dans la région et 2 autres sont en route. Le Koweït, qui représente donc l'une des plateformes essentielles dans le dispositif militaire américain, nos envoyés spéciaux Claude Sampère et Patrick Desmully ont pu filmer les boys à l'entraînement. On ne le dirait pas, mais ces hommes sont tout simplement en train d'attendre leur petit déjeuner. Un genou à terre, l'arme à la main. On fait ça pour la sécurité. Lui, il regarde de ce côté, moi ici, et les gars peuvent manger tranquille. Mis à part la sécurité militaire, on fait également attention à l'hygiène. Un peu de savon, un peu d'eau et la serviette. L'armée américaine ne laisse rien au hasard. Un petit déjeuner dans le désert du Koweït, à quelques kilomètres de la frontière irakienne, ça se mérite. C'est bon? C'est vraiment dégueulasse. Ça me rend malade. Ces hommes appartiennent au 3e bataillon d'infanterie. Ils s'entraînent depuis plus de 4 mois dans le désert et ne se font guère d'illusions sur la suite des événements. Si vous allez en Irak, ça vous fait peur? Tout le monde a un peu la trouille. Mais je suis soldat, je ferai mon boulot. Entraînement au tir, entraînement à la guérilla urbaine. Les hommes du 3e bataillon d'infanterie ne chôment pas. Dans ces petites baraques installées en plein désert, ils apprennent à progresser pièce par pièce en toute sécurité. Aujourd'hui, l'exercice est à balles réelles. Un peu plus loin, nous rencontrons Jason.
24 ans, tireur d'élite. Moi, je suis prêt à y aller, comme tous les gars ici. Koweït est à peine plus grand que 2 départements français. Aujourd'hui, un quart du territoire est réservé aux manœuvres américaines. Chaque jour, de nouveaux renforts de troupes arrivent dans ce désert et la plupart des hommes qui sont ici sont aujourd'hui convaincus que la guerre est proche. Enfin, contre la guerre en Irak, manifestation aujourd'hui à Jakarta, dans la capitale indonésienne. Quelques 7000 personnes au moins ont défilé dans le calme devant l'ambassade américaine. En France, il y a un mois, disparaissait la petite Estelle à la sortie de l'école. Depuis, le travail des inspecteurs et les moyens mis en place ont été considérables, mais aucune trace de la fillette de 9 ans. L'émotion et l'inquiétude grandissent un peu plus chaque jour dans le petit village de Guermantes. Yves Martinet, Bruno Vinet. Disparue depuis un mois aujourd'hui. Un mois durant lequel les parents d'Estelle ont tout fait, tout essayé. Des appels à témoins d'abord affichés partout en France, mais aussi un site internet grâce auquel une immense chaîne de solidarité a vu le jour. Malgré ses moyens, toujours rien. Ça fait un mois qu'on n'a aucune piste, aucune information, aucun élément nouveau, aucun élément matériel, aucune idée sur laquelle on puisse asseoir notre action. Donc on est face au vide total. Donc c'est ce que j'ai dit, c'est une excellente forme de torture. Côté enquête, les policiers ont passé les environs au peigne fin, sondé plusieurs étangs, procédé à un millier d'auditions avant de s'intéresser à tous les délinquants sexuels connus dans la région. 10 personnes ont été placées en garde à vue, en vain. À Guermantes, la population encore choquée vacille entre crainte et espoir. Les gens en parlent toujours, se posent toujours beaucoup de questions, ça c'est certain. Mais bon, on tourne un peu en rond, on a beau se poser plein de questions, on voit vraiment pas ce qui a pu se passer, quoi. On se demande. J'ai peur que ça s'atténue tout doucement et qu'on arrive à oublier. Et ça, faut pas oublier. Les initiatives pour retrouver Estelle se multiplient. Prochainement, une association verra le jour et dans la semaine, cette affiche de 4 mètres par 3 sera placardée sur un millier de panneaux publicitaires. Grave accident dans un ascenseur situé dans le centre hospitalier d'Épinal. Une femme de 77 ans s'est lourdement blessée en tombant alors que la porte s'est ouverte, bien que la cabine ne soit pas à l'étage. Une petite embarcation a chaviré sur la Loire à Nevers la nuit dernière. 4 personnes se trouvaient à bord. 2 ont été repêchées vivantes. Aujourd'hui, le corps d'une jeune femme a été retrouvé. Les recherches ont été interrompues à la nuit tombée. Jérôme Soulard. C'est une virée entre amis qui a mal tourné. Sur la Loire, cette nuit, 3 hommes, une femme décident de traverser le fleuve pour aller boire un verre au centre-ville. Percutée par un tronc d'arbre, la barge chavire. 2 personnes disparaissent dans les flots. La semaine dernière, on en discutait justement, je lui disais toujours, moi la nuit, je ne ferai pas ça, je ne prendrai pas un bateau pour aller en ville. Et il me disait toujours en rigolant, oui, mais c'est mieux par le fleuve que sur la route, parce qu'on risque moins. Il n'est pas concevable de prendre un bateau et d'aller faire une balade en Loire, surtout de nuit, en période de crue. Une imprudence donc qui a coûté la vie à 2 personnes. 2 hommes réussiront pourtant à se sauver en nageant jusqu'à la berge accrochée à des troncs d'arbres. Cet après-midi, le corps d'une jeune femme a été retrouvé sans vie. Son compagnon, lui, est ce soir toujours porté disparu. La chute d'Air Libre n'est pas encore officialisée, mais les espoirs sont bien minces. D'ailleurs, le secrétaire d'État au transport affirme qu'il serait bien étonnant qu'il y ait un repreneur miracle. En coulisses, les tractations vont bon train et elles concernent en premier lieu les fameux créneaux horaires d'Air Libre qui vont être, en cas de décès de la compagnie, redistribués à d'autres. Ces créneaux sont particulièrement convoités. Le point avec Peggy Leroy. Les salariés d'Air Libre restent mobilisés pour la survie de leur emploi. Mais les vautours rôdent déjà autour des dépouilles de l'entreprise. En particulier, autour des 44 000 autorisations de décollage et d'atterrissage qu'exploitait Air Libre. En cas de liquidation judiciaire, elles seraient redistribuées. Parmi les intéressés, Corsair ou EasyJet, présentes sur Roissy, mais pas encore à Orly. Des créneaux devraient être distribués à ceux qui en font la demande. Tous ne m'intéressent pas, mais certains peuvent donner les moyens à EasyJet de mieux se développer. Les restes d'Air Libre devraient également intéresser Air France. Mais cette banqueroute n'est pas forcément une bonne affaire pour la compagnie nationale. Le débat sur sa privatisation s'ouvre cette semaine au Parlement et le fiasco d'Air Libre, première compagnie privée française, fait mauvais effet.
La chute d'Air Libre, si on peut le dire comme ça, c'est la fin d'une expérience d'un pôle privé de transport aérien français. C'est-à-dire un type de gestion privée qui ne fonctionne pas. Or, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, on nous propose maintenant d'envoyer Air France dans le privé aussi. Mais pour l'instant, le ministère des Transports ne veut pas repousser l'ouverture du capital d'Air France. Air France étant une entreprise comme les autres, dans le marché de l'aviation des années à venir qui sera très difficile, elle pourra exister à l'échelle mondiale, être une des grandes compagnies mondiales qui restera, et donc la privatisation d'Air France reste une priorité pour le gouvernement. Air Libre, British Airways, Swissair, les compagnies privées ont montré ces derniers mois qu'elles résistaient mal à la crise de l'aérien. Un conflit en Irak devrait encore fragiliser le secteur. La Ligue communiste révolutionnaire réunissait aujourd'hui ses militants et pour Olivier Besancenot, son porte-parole, un sujet de préoccupation majeure, les plans sociaux et la défense des retraites. Sans détour, Olivier Besancenot appelle à préparer un nouveau décembre 95 et chez tous les sympathisants, l'hostilité à la guerre en Irak. Pauline Revenaz, Alexandre Delaval. Un militant comme les autres, on pourrait presque y croire. Mais à la LCR, Olivier Besancenot est devenu une star. Tout sourire pour les militants et les amis, son mordant, il le réserve au gouvernement. On a un gouvernement ultra-libéral qui veut pondre en gros une boîte d'intérim et un commissariat dans chaque quartier et qui veut accélérer un peu plus le processus de libéralisation depuis 20 ans. Et face à son public, 600 militants réunis ce week-end, il tape haut et fort. Tout ce que fait Raffarin, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il boit, tout ce qu'il respire, est évidemment sponsorisé à 100% par la France d'en haut. Et il rappelle les grandes grèves sous le gouvernement Juppé. La trouille de la droite, c'est le décembre 95. Donc nous, notre objectif, et c'est ça, et uniquement, et d'abord ça qui doit sortir de cette réunion. C'est un décembre 95 réussi, du public et du privé. Bien sûr, on parle des licenciements en série et du problème des retraites. Mais l'autre cheval de bataille de la LCR, c'est la guerre contre l'Irak. Elle reste dans tous les esprits. Il faut essayer quand même de peser sur la situation et donc c'est pas parce que les Américains veulent faire la guerre que pour autant on doit... On peut les mettre dans une situation très très difficile pour la faire, hein. Notamment avec la manifestation du 15 février, ça risque d'être des millions de personnes dans le monde. Des mots d'ordre anti-guerre à la mobilisation contre les plans sociaux, la LCR espère bien être en pointe des combats de la gauche dans les prochaines semaines. François Fillon, invité de nos confrères d'RTL Le Monde, n'a pas manqué de commenter l'actualité sociale et en particulier les retraites. Sur ce dossier qui lui tient particulièrement à cœur, le ministre a apporté quelques précisions en souhaitant la création d'une instance qui aurait pour tâche d'adapter la loi. Nous l'écoutons. Concrètement, il y a une institution qui pourrait être un peu au-dessus de la mêlée et dans laquelle les partenaires sociaux pourraient être représentés, le soin de piloter cette réforme. Parce qu'une des choses très très importantes dans la réforme que nous engageons, c'est qu'elle ne va pas régler tous les problèmes cet été pour même jusqu'en 2020. Tous les 5 ans, par exemple, cet organisme que j'évoquais tout à l'heure pourra, au vu de l'observation de la situation démographique, de la réalité du taux de remplacement, c'est-à-dire du niveau des pensions, de la réalité de l'allongement de la durée de la vie, faire au gouvernement un certain nombre de recommandations pour adapter la réforme à la réalité. Une centaine de sans-papiers ont envahi depuis hier après-midi un gymnase dans le 11e arrondissement de la capitale. Ils y ont passé leur première nuit et s'apprêtent à y passer une deuxième. Le bâtiment appartient à la mairie de Paris et c'est sur ordre de l'hôtel de ville que la police pourrait éventuellement agir. Nicolas Sarkozy en visite de 2 jours au Mali. Au menu des discussions, le dossier sensible de l'immigration. Le ministre de l'Intérieur qui s'est prononcé pour un doublement de l'aide au retour volontaire au pays. Reportage sur place, Éléonore Gay, Abdelzouyesh. Le cheval de madame, le bélier de monsieur le ministre. Comment applaudir très fort? La surprise des Maliens pour Nicolas Sarkozy est peut-être un peu encombrante. Mais ici, impossible de bouder la tradition des cadeaux. Pour la visite du ministre de l'Intérieur dans la région de Caille, les habitants de tous les villages alentours se sont rassemblés à Kabaté. Ici, près de 20% des hommes en âge de travailler vivent en France, souvent dans l'illégalité. Il faut leur permettre de revenir dans leur région, de les aider à monter des projets économiques individuels pour qu'il n'y ait pas de corruption, pas de dérive et qu'ils puissent trouver dans leur pays les moyens de faire vivre leur famille. Bala Traoré est chef d'entreprise à Kabaté. Sa menuiserie fait travailler 4 personnes. C'est grâce à une aide au retour de 1 200 € qu'il a pu monter ce projet en 1995, après 5 ans d'une vie de sans-papiers en France. Mais aujourd'hui, sa réussite reste fragile.
le projet là quand même n'est pas rentable parce que les fonds que j'ai eus étaient insuffisants. Les matériels que j'ai, c'est des matériels manuels et je veux que ça soit développé. Ici, les femmes ont souvent laissé partir leur mari parce que l'argent qu'ils envoient à la communauté est indispensable. Alors malgré des conditions de vie difficiles, l'absence de titre de séjour, les hommes continuent souvent de partir pour la France. Pour inciter les Maliens de France à construire leur avenir ici, dans cette région aride et enclavée, le gouvernement français mise sur l'accroissement des aides au retour. Mais l'année dernière, ce système de subvention n'a séduit qu'une cinquantaine de candidats, alors que la communauté malienne compte plus de 100 000 personnes en France. À Gaza, l'explosion d'une voiture piégée a tué les 3 Palestiniens qui se trouvaient à bord. Le véhicule était tout proche d'une position de l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza. À la Mecque, 2 millions de pèlerins s'apprêtent à entamer le rituel du Hajj, 5 jours de pèlerinage sur les lieux saints. La menace de guerre en Irak est bien sûr dans tous les esprits. Les musulmans ne cachent pas leurs sentiments anti-américains. En France, le malaise dans les hôpitaux s'étend aux maternités. Celle de Sèvres, près de Paris, menace de fermer, confrontée à une baisse de son budget. Ses dirigeants craignent de mettre en péril ce service réputé. Manque de sages-femmes, rythme épuisant, des conditions de travail qui empirent. Reportage, Nathalie Sapena, Marie-Pierre Cassignard. Anaïs, née avec 1 mois et demi d'avance, est aujourd'hui en pleine forme. Grâce à l'équipe de la maternité de Sèvres, qui a entouré sa maman, hospitalisée pendant 2 mois à cause d'une grossesse difficile. Je ne sais pas comment cette équipe-là fait pour ne pas craquer. Parce que les deux mois et demi que j'étais ici, je ne sais pas comment ils font pour venir nous voir tous les jours. On essaye de donner le maximum, mais il est évident qu'on arrive à être fatigué et il y a des moments où il y a des personnes qui craquent, on n'en peut plus. Les 35 heures aggravent les conditions de travail. 5 sages-femmes viennent d'annoncer leur démission dans la chef du service. Et en plus, le nombre d'accouchements ne cesse d'augmenter, à Sèvres comme dans toute l'Île-de-France. Les médecins aussi sont à bout. Vous voulez un médecin fatigué ou pas de médecin du tout? En général, les patients préfèrent un médecin fatigué. Donc, nous essayons de faire face. Mais il nous manque du personnel. Un casse-tête pour la direction de l'hôpital qui doit recruter et investir alors que son budget stagne. La région n'est apparemment pas dans les priorités du gouvernement. Le Parlement a voté 5,4% d'augmentation des crédits, on nous donne 0,1%. Donc on veut notre mort. Moi, je ne mettrai pas en danger la vie des patients. Si je n'ai pas les moyens nécessaires, je fermerai à la fin de l'année. Fermés, alors qu'il est impossible que les établissements voisins, eux aussi sous tension, absorbent les 2000 accouchements de Sèvres. Sèvres n'est pas un exemple isolé. Partout en France, les maternités sont en crise et la sécurité des patientes menacée. Dans les cités particulièrement sensibles, les médecins ont parfois bien du mal à y accéder ou à travailler dans le calme. C'est vrai pour la plupart des services d'urgence comme les pompiers. C'est pourquoi dans les Bouches-du-Rhône, les autorités ont mis en place une opération expérimentale faisant appel à des médiateurs d'urgence. Virginie Tumortiki, Benoît Jourdan. 19h30, la soirée démarre sur les chapeaux de roue pour les médiateurs d'urgence. Un médecin vient de faire appel à eux, direction cité Le Clos, dans le 13e arrondissement. Il y a beaucoup de médecins qui risquent qui ne rentrent plus dans les quartiers parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur ce point-là. La mission des médiateurs, accompagner les services d'urgence dans les cités dites sensibles à Marseille. Le soir, ce sont surtout les médecins qui sont demandeurs. Le docteur Lapierre est devenu un habitué. Sa voiture a été vandalisée 4 fois en quelques mois. Aujourd'hui, il prend les devants. Je suis tranquille pendant que je suis chez le patient. Je sais que je ne vais pas retrouver ma voiture avec la porte ouverte et tout en vrac à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a un intérêt pour moi et puis pour le malade même. Ça me permet d'avoir l'esprit tranquille. Je disais que par ailleurs, c'est vrai que ça peut permettre aussi à certains médecins de retourner faire des visites dans des endroits où ils ne voulaient plus trop aller. Les médiateurs ne sont pas des gardes du corps. Ils sont jeunes, souvent issus de ces quartiers sensibles et ont appris à gérer par la parole des situations de crise. C'est dans ce but que Karima accompagne et attend le médecin devant la porte du patient. Les jeunes peuvent agresser le médecin et sans que personne ouvre la porte. Il peut être à l'insécurité, comme à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'extérieur, 2 autres uniformes rouges surveillent la voiture du médecin et les environs. On n'est pas des policiers ou
Enfin, on est neutre, quoi. On est là pour trouver le juste milieu. Une médiation qui semble satisfaire les professionnels des urgences. Nos médiateurs n'ont pas le temps de quitter ce médecin qu'une autre mission déjà les attend. J'en viens à cette histoire de solidarité qui pourrait permettre à un jeune myopathe de 17 ans de conserver la totalité de son aide à domicile, un argent qui lui est nécessaire pour arriver à vivre, à survivre de façon autonome. 4500 signatures ont déjà été recueillies pour aider la famille. Olivier Sioux, Gabriel Camilla. Attends, je vais peut-être enlever les cahiers. C'est un de ces devoirs de maths auxquels on n'échappe pas en classe de première. Cyril a 16 ans et malgré sa myopathie, il suit une scolarité normale. Le week-end, c'est sa mère qui l'aide dans les gestes quotidiens. Le reste de la semaine, une dame vient chaque jour. Un emploi financé par l'allocation que Madame Lantrin percevait jusqu'ici. Même des fois, ça peut arriver qu'elle vienne 2 fois par jour. Donc, c'est grâce à cette allocation qu'on peut financer cette tierce personne à domicile. Le hic, c'est que l'administration vient de réduire la dite allocation d'un bon tiers. Pourquoi ? Parce que pour les familles monoparentales, c'est nouveau, c'est comme ça. Et tant pis pour Martine qui élève seule ses 2 enfants depuis la mort de leur père il y a 2 ans. Mais il en faudrait plus pour troubler une administration qui, elle, n'a imaginé qu'un seul recours. Ce que souhaitait une partie des membres de la commission, c'est que j'aille au tribunal administratif. Comme ça, si je gagnais, ça ferait jurisprudence pour tous les autres. Conseil général, député, ministre et même Jacques Chirac, Martine a écrit partout. Elle a même lancé une pétition, 5000 signatures en quelques jours. Et ça au moins, ça rassure un peu Cyril, un peu seulement. Je vois pas pourquoi je devrais avoir plus de difficultés qu'un autre, qu'un autre adolescent de mon âge pour avancer dans la vie, quoi. Et le pire, c'est que depuis le début de son combat, Martine a découvert qu'elle n'était pas un cas isolé. Ubu et Kafka ne sont pas cette année au programme du bac de français. Dommage pour Cyril qui aurait eu de quoi illustrer ses dissertations. Chaque jour, nous faisons le point sur les nouveaux dégâts provoqués par la marée noire. Mais qui donc va payer? La question est essentielle. Demain se réunit à Londres le FIPOL, le Fonds international d'indemnisation. Il aura dans les mois à venir à traiter des dossiers aussi concrets que ceux de ces communes souillées par le pétrole. Exemple à Seignos, Sophie Mézel et Philippe Turpot. Depuis que le fioul du Prestige a touché ses 6 km de plage, Seignos s'applique à tenir ses comptes. La cribleuse, par exemple, qui coûte le prix d'une très belle voiture, sera pour tiers à la charge de la commune. Les repas du personnel chargé du nettoyage, employés municipaux et membres de la sécurité civile, 1 800 € par semaine, sont eux avancés par la ville, mais seront remboursés par l'État, comme les frais d'hébergement et les heures supplémentaires. L'État, qui grâce à un fonds de 50 millions d'euros alloué au plan Polmar, a déjà réglé les factures de tout l'équipement. Et le seul département des Landes a déjà englouti 19 000 combinaisons. Il ne restera donc qu'une petite partie des dépenses de nettoyage à la charge des communes, la quasi-totalité étant réglée par l'État. Et quand c'est l'État, c'est-à-dire c'est nous. C'est vous, c'est moi, c'est le contribuable qui va finir par payer tout ça, jusqu'à ce qu'il y ait un verdict dans le procès que nous allons intenter, parce que chaque commune va se porter partie civile. En tout cas, Seignos va se porter partie civile, et ensuite il faudra attendre des années, comme ça s'est passé en Bretagne. Mais l'État ne va pas indemniser les professionnels du tourisme qui ne pourront se retourner que vers le FIPOL, le fonds d'indemnisation des compagnies pétrolières, dont l'enveloppe est plafonnée à seulement 180 millions d'euros. L'espoir d'indemnisation sur le FIPOL est assez modeste parce que le préjudice est immense entre la France, l'Espagne et probablement le Portugal et qu'il faut déposer les dossiers dans un délai de 3 ans. Donc on ne sait pas aujourd'hui ce que sera le préjudice dans 3 ans. Ce qui veut dire que le FIPOL va indemniser un tout petit peu chaque victime. Raison de plus pour tout miser aujourd'hui sur la prévention des risques. Du côté des vacances de février, elles se présentent sous les meilleurs auspices puisque la neige est partout au rendez-vous, y compris dans les stations de moyenne montagne. Chose vue aujourd'hui sur les pistes, avec à l'esprit de tous la nécessité d'être prudent. Reportage aux Arcs, Yann Frontier et Yann Moine. Les premiers rayons de soleil illuminent les flancs de montagne. La journée de ski peut commencer. Au bas des pistes, tout le monde se retrouve. C'est même un peu la cohue devant les écoles de ski. Après un an d'absence, les Franciliens et les Bordelais sont de retour. Ne vous laissez pas partir complètement en arrière comme ça. Est-ce que je suis en équilibre là? Ah bah pas du tout, non. Donc on essaye de rester sur le devant des chaussures. Rappel des règles de base. Pour les plus petits, il est temps d'apprendre les rudiments de la glisse. Alors, écoutez-moi bien. C'est comment le ski? C'est chouette ou pas? C'est chouette.
Super. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans le ski? Bah, c'est quand on fait des gros virages, j'adore. Tous les cours de ski ont été pris d'assaut. Pour les professionnels de la montagne, la saison s'annonce excellente. On démarre les 4 semaines les plus chargées de la saison. C'est bien, c'est serein parce qu'il y a de la neige, le temps est magnifique. Et puis, comme tout le domaine skiable est ouvert, les gens sont répartis tout de suite sur l'ensemble du domaine skiable, donc c'est pas la folie. Pas trop de monde sur les pistes, il n'y a plus qu'à en profiter. Quant à ceux qui voudraient s'aventurer sur des pentes non balisées, mieux vaut s'informer avant le départ. Hors piste, c'est toujours une question de discernement. Donc j'ai envie de dire, n'hésitez pas à sortir si les conditions sont bonnes. Prenez les informations, un maximum d'informations, équipez-vous en conséquence et puis faites-vous plaisir et soyez prudents dans tous les cas. Et pour les amateurs de plaisir extrême, il n'y a qu'à prendre de la hauteur. Ici, on a même pensé au plus casse-cou. Hors des grandes stations des Alpes et des Pyrénées, il existe encore de petites stations familiales, comme celle de l'Espéron entre le Gard et la Lozère, à un peu moins de 1500 mètres d'altitude. Cette année, la station a fait le plein. France Arvois et Françoise Massou. Sitôt arrivé, déjà dans la neige, tombée en abondance depuis décembre. À l'Espéron, on n'avait pas vu ça depuis 4 ans. Ces deux familles montpelliéraines ont loué un gîte pour le week-end, la clientèle type du village. Elle vient à 80% de la région. Dès qu'on a la neige, disons, on a le monde, quoi. Voilà. Vous êtes complet pour les vacances de février? On est complet pour les vacances de février jusqu'à la fin de mars. À la location de ski, la femme du propriétaire. Le tourisme ici ne fait pas vivre à l'année. À l'Espéron, tout le monde a une autre activité. Nous, on vit d'agriculture, un peu de ski d'hiver. Voilà. Le résultat, le contraire d'une usine à skier. 10 minutes d'attente maximum au tire-face. Et au télésiège, eh bien, il n'y a pas de télésiège. C'est une petite station tranquille, il n'y a que les téléskis, donc pour les enfants c'est excellent. C'est tout petit, c'est pas plus mal. Moins de monde. 60 km de pistes de ski de fond, 15 pistes de ski alpin et des prix proportionnels au domaine skiable. 13 € le forfait à la journée, moitié moins cher que dans les Alpes. C'est pas du tout guindé ni rupin, c'est tout à fait familial et convivial. Tout le monde se connaît, plus ou moins, c'est très sympa. À condition que l'enneigement soit suffisant. À 1400 mètres d'altitude, les canons à neige sont indispensables et l'année dernière, ils ont fonctionné quasiment sans interruption. Le salon Rétromobile a ouvert porte de Versailles à Paris. Cette année, quelques spécimens rares d'extraordinaires voitures de record y sont exposés. Eve Bartoli, Diane Richard. 2 Sunbeam, une bleue, une rouge, la Golden Arrow et la Bluebird. Le nom de ces 4 voitures ne vous dit peut-être rien. Pourtant, entre 1920 et 1960, elles ont remporté tous les records de vitesse du monde. Toutes appartiennent au même propriétaire, Lord Montagu de Beaulieu. Ce collectionneur britannique possède plus de 300 voitures dans son musée, une passion qui lui vient de son père. J'ai fondé le musée à la mémoire de mon père, qui était au siècle dernier un grand pionnier des voitures à moteur. Il a été le premier Britannique à conduire une voiture anglaise lors d'une course en France. Une passion qui coûte cher, mais Lord Montagu sait s'arranger. Nous préférons que les propriétaires nous en fassent don avant leur mort, qu'ils nous les donnent ou qu'ils nous les prêtent. À 76 ans, il a tenu à faire le voyage jusqu'à Paris pour présenter lui-même ses voitures de record. La Golden Arrow a dépassé les 372 km/h en 1929, un record que l'on doit au profil très futuriste de cette voiture. Mais celle qui attise tous les regards et dont Lord Montagu est le plus fier, c'est bel et bien la Bluebird. 1963, en Australie, Donald Campbell lance son bolide. Il va atteindre la vitesse extraordinaire de 648 km/h. Cette fois, c'est la place du pilote qui a fait la différence. Le pilote s'asseyait juste ici devant, dans le cube du milieu. Tout ce qui est derrière, c'est le moteur. Si les records aujourd'hui dépassent les 1000 km/h, la même obsession animait déjà les pilotes, aller toujours plus vite. Du tennis avec la défaite d'Amélie Mauresmo qui n'aura pourtant pas démérité, mais face à la numéro 1 mondiale, elle s'est inclinée rapidement en 2-7, 6-3, 6-2, 1 heure et 10 minutes de jeu. Serena Williams remporte l'Open Gaz de France à Paris. Alain Delon dans la peau d'un flic et pour notre plus grand plaisir, les premiers tours de Manivelle, un téléfilm prévu sur notre chaîne pour la fin de l'année. Alain Delon y joue un policier d'origine italienne, un rôle bien sûr sur mesure. Isabelle Béchler, Sophie Laurent.
L'action débute dans les beaux quartiers de Paris. Le nouveau Delon ne sera pas marseillais. Il revient de bien plus loin, Franck Riva, que d'aucuns croyaient mort d'ailleurs. L'équipe vient de se lancer dans 66 jours de tournage à 2 caméras pour 3 épisodes de l'histoire d'un nouveau flic au grand cœur, celle de Franck Riva. Le catogan, le look retour de vacances témoigne de la dernière planque du super flic disparu, les Bahamas. Action! Son ami, Jacques Perrin, devenu directeur de la police nationale entre-temps, a pensé que Riva était le seul à pouvoir désamorcer une guerre des gangs. Il s'arrête, à vous la regarder, vous vous arrêtez. C'est lui qui l'a fait rentrer à Paris. On est obligé de faire appel à lui. C'est pour ça que le premier épisode s'appelle L'homme de nulle part et on va chercher Franck Riva. Bon, ce héros fatigué qui revient, comme vous l'avez vu tout à l'heure, des Bahamas et qui redevient le vrai Franck Riva. Mais c'est très difficile parce qu'il revient après 25 ans et 25 ans après, les choses ont beaucoup changé. T'es revenu pour de bon. Petit passage m'a dit, tu sais bien. Je sais, oui. Toute ta vie, tu n'as fait que passer. T'as fait le bon choix. Ouais. J'ai épousé ceux qui restent. Il a été trahi en fait, et c'est elle qui va lui révéler par qui il a été trahi. Je n'en dirai pas plus. Delon Riva retrouvera aussi Mireille d'Arc, surgie de son passé pour cette histoire d'honneur, de trahison et de corruption. C'est sûr qu'on n'écrit pas pour Alain Delon comme pour un acteur normal, je dirais. On écrit en tenant compte de ce qu'il est, en tenant compte de ce qu'il a été, de ce qu'il va être. Et on fait venir le personnage à lui, plutôt qu'amener Delon vers le personnage. C'est une fusion entre un personnage fictif et ce qu'il est réellement. Gros budget pour Monstre Sacré, Alain Delon s'est impliqué très avant dans la production de ce nouveau personnage. 3 épisodes de 100 minutes et plus, si affinité. Voilà, silence, ça tourne. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Patrice Drevet. 20h50, à couteau tiré avec Anthony Hopkins et Alec Baldwin. 0h35, le dernier journal présenté par Laurence Piquet. Demain, 7h40, dans les 4 vérités, Roland Sicard reçoit Ségolène Royal. 13h, le journal Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. Et en deuxième partie de soirée, mots croisés. Après 40 ans de mystère, le patron clandestin de lutte ouvrière, Robert Barcia, sera aux côtés d'Arlette Laguillet sur le plateau d'Arlette Chabot, suivi d'un autre débat sur le rôle de la France dans la crise irakienne. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images de l'Enduro du Touquet.